Toute ma vie, j'ai cru qu'aimer signifiait donner. Donner sans compter, donner mon temps, mon argent, mon âme. J'ai cru que si je me vidais suffisamment pour remplir les autres, ils m'aimeraient en retour. Ce soir-là, au-dessus d'une table remplie de nourriture que j'avais payée, dans une maison que j'avais achetée, j'ai compris que le sacrifice ne garantit pas l'amour. Parfois, il ne garantit que le mépris. Présentation, je m'appelle Margaret. J'ai 60 ans. Mes mains sont usées par des années de travail. Mes yeux sont cernés par des nuits d'inquiétude. Mais mon cœur, en lui, était encore plein d'espoir. J'ai élevé mon fils, Ethan, seul. J'ai nettoyé des chambres de motel. J'ai empilé des conserves à l'aube. Tout ça pour qu'il ne manque de rien. Description sensorielle. Ce soir-là, l'air embaumait le poulet rôti au romarin. C'était une recette que je perfectionnais depuis des années. La peau croustillante, l'odeur chaude et réconfortante qui envahissait la cuisine. J'entendais le tintement cristallin des verres à vin dans le salon, le bourdonnement bas d'un jazz élégant flottant à travers les murs fraîchement peints. Tout était parfait. L'incident. Mais je n'étais pas censé être là. J'étais là uniquement parce qu'Olivia, la femme des temps, avait oublié de me dire que ses parents venaient dîner. La maison devait être impeccable. Encore. Je suis entré dans le salon. Une bouteille de vin vide à la main, prête à débarrasser. La mère d'Olivia m'a regardé. Pas avec gentillesse, avec ses yeux mi-curieux, mi-condescendants, comme on regarde un meuble mal placé. « Et vous êtes » a-t-elle demandé. Le temps s'est arrêté. J'ai regardé Ethan, mon fils, le garçon pour qui j'avais sacrifié ma carrière, mes rêves. Il a bu une gorgée de vin. Mal à l'aise. Olivia n'a pas manqué un battement. Elle a ri, un rire léger, perçant, comme des éclats de verre. Oh, elle, c'est Margaret, notre bonne non officielle. C'est elle qui fait tourner la maison. Vous, à la mitre, tout le monde a ri. Les parents d'Olivia, Olivia. Et puis, Ethan, mon fils a ri. Réaction interne, clarté. Je suis resté debout, la bouteille vide, serrée contre ma poitrine. Je souriais poliment. Comme si le sol ne venait pas de se dérober sous mes pieds. Comme si mon cœur ne s'effritait pas morceau par morceau. Personne n'a corrigé. Personne n'a dit « c'est ma mère ». Je me suis excusé. J'ai posé la bouteille sur le comptoir, en marbre froid, et j'ai marché lentement vers ma chambre. Leur rire me suivait dans le couloir. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était même pas du chagrin à ce moment-là. C'était une clarté terrifiante. Le genre de clarté qui ne crie pas. Elle murmure « juste ». C'est fini. La nuit a été blanche. J'ai regardé la porte de ma chambre, celle que j'avais peinte moi-même. J'ai repensé au papier de l'hypothèque. Mon nom, mon crédit, mon acompte. Ethan venait d'être diplômé. Il n'avait rien. Je leur avais tout donné. Et maintenant, j'étais la bonne. Le lendemain matin, l'odeur du café frais remplissait la cuisine. Comme d'habitude, j'ai nourri le chat qu'Olivia prétendait aimer pour ses photos Instagram. Quand elle est descendue dans sa tenue de yoga de marque, le nez collé à son téléphone, elle n'a même pas dit bonjour. J'ai attendu. Elle a levé les yeux. Agacée. Quoi? J'ai tendu la main. Les clés ont tinté en tombant sur l'îlot central. Clé d'entrée. Garage. Boîte aux lettres. C'est quoi ça? A-t-elle demandé. Ses sourcils manucurés froncés. J'ai souri. Un vrai sourire. Triste, mais ferme. Bonne chance pour payer l'hypothèque maintenant. Et panant à la vente au Présion. J'ai pris mon sac à main et le manteau que je portais le jour où j'ai ramené Ethan de la maternité. Je n'ai rien pris d'autre. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai entendu Ethan appeler « Maman ». Je n'ai pas ralenti. Il a couru pieds nus dans l'allée. « Maman, attends ». J'ai fermé la portière de ma voiture. Doucement, calmement, et j'ai démarré. Dans le rétroviseur, j'ai vu mon fils. Petit point dans l'allée. L'air stupéfait. Il ne savait pas encore ce qu'il venait de perdre. Je me suis réfugié dans le petit appartement laissé par ma grand-tante Ruth. Ce n'était pas la liberté. C'était le silence. L'appartement sentait le temps. Une odeur de vieux plancher, de poussière accumulée et de papier peint jauni. Le chauffage gémissait comme une bête blessée. J'ai dormi sur le canapé,
car le lit était cassé. Je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète. Semaine 1. Je n'ai appelé personne. Personne ne m'a appelé. Ethan n'a pas envoyé un seul SMS. Pas un mail. Rien. Olivia lui avait probablement dit de me laisser bouder. Je passais mes journées à fixer les carreaux ébréchés de la cuisine. J'avais l'impression d'être un fantôme. J'avais élevé ce garçon seul après le départ de mon ex-mari. J'avais tout donné. Et dans la version du monde d'Olivia, j'étais devenue laide. J'ai commencé à écrire dans des vieux cahiers, à spirale. J'écrivais tout ce que je n'avais jamais dit. Comment je pleurais dans le garage quand ils sortaient dîner sans moi. Comment je faisais semblant de dormir pour ne pas les entendre se moquer de mes émissions télé. Un soir, le chauffage a lâché. Il faisait glacial. Je me suis enroulée dans 3 couvertures, tremblante. Une bougie vacillante sur la table. Je me sentais si petite, si inutile. J'ai failli craquer. J'ai failli prendre mon téléphone pour appeler Ethan, pour m'excuser, pour mendier une place dans ma propre maison. Mais j'ai regardé la flamme de la bougie. Non, si je retournais là-bas, je mourrais à petit feu. Ici, j'avais froid, mais j'étais vivante. Et vous? Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible dans votre propre maison? D'être utilisé par ceux que vous aimez le plus? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul change tout. C'est en cherchant une ampoule dans le placard du haut que je l'ai trouvée. La vieille malle en métal rouillé de tante Ruth. Elle était lourde, froide au toucher. Ruth avait été infirmière toute sa vie. Une femme secrète, qui me regardait parfois avec une tristesse que je ne comprenais pas. J'ai forcé la serrure, m'attendant à trouver des boutons ou du fil à coudre. À la place, j'ai trouvé des enveloppes, des dizaines, et une en particulier, avec mon nom écrit dessus. Si tu lis ceci, Margaret, c'est que tu es revenue ici. Je suis désolée. Mes mains tremblaient en dépliant les pages jaunies. C'étaient des copies de formulaires d'hôpital, datant de 30 ans. Ruth travaillait à la maternité le soir où Ethan est né. La lettre continuait. J'ai toujours eu un doute. J'ai vu quelque chose d'étrange à la pouponnière cette nuit-là. Un échange de berceaux, une confusion avec les bracelets. J'ai eu peur de parler. J'espérais avoir tort. Et nercer tes coups? Puis, une phrase qui a arrêté mon cœur des années plus tard. J'ai trouvé un document de règlement amiable. L'hôpital a payé une autre famille pour qu'elle se taise. Ethan n'est pas ton fils. Margaret, est avant ton chance. Il y avait une photo, un bébé enveloppé dans une couverture d'hôpital, et un nom, Michael Jameson. Je l'ai relu 3 fois. Michael Jameson. Le monde a basculé. Si c'était vrai, qui était Ethan? Qui étais-je pour lui? Soudain, une sensation étrange m'a envahi. Pas de la colère, de la libération. Cette froideur que j'avais toujours sentie chez Ethan. Ce sentiment d'être une étrangère pour mon propre fils. Ce n'était pas mon imagination. Nous n'étions pas liés par le sang. Et clairement, nous n'étions pas liés par le cœur. Je n'ai pas couru voir Ethan. J'ai cherché Michael. Il vivait à quelques kilomètres. Dans la même ville. Il tenait une librairie. Jameson's Books. Le lendemain, je suis allé en ville. Je me suis tenu de l'autre côté de la rue. La librairie était peinte en vert foncé. À travers la vitrine, je l'ai vu. Il avait environ 30 ans, des lunettes de lecture, un visage doux. Il aidait une cliente à trouver un livre. Il souriait. Ce n'était pas le sourire arrogant d'Ethan. C'était un sourire patient, chaleureux. J'ai pleuré. Là, sur le trottoir. Juste des larmes silencieuses qui coulaient dans mon col. Pendant des semaines. C'est devenu mon rituel. J'allais à la librairie. J'achetais un livre. Michael m'encaissait. « Excellent choix », disait-il. Sa voix était calme, posée. « Merci », répondais-je, la gorge serrée. Il ne savait pas qui j'étais. Pour lui, j'étais juste une cliente solitaire. Pendant ce temps, j'ai aussi observé Ethan et Olivia. J'ai commencé un 2e journal. Celui-ci n'était pas émotionnel. Il était stratégique. J'ai découvert la vérité sur leur vie parfaite. L'entreprise de coaching d'Olivia. Une coquille vide. Des faux abonnés achetés. Des bureaux loués à l'heure pour faire des photos. Ethan. Il avait quitté son emploi 6 mois plus tôt, sans me le dire. Il vivait sur mes économies. Sur l'apparence. Sur le crédit.
Ils construisaient un château de cartes sur un terrain qui m'appartenait. J'ai compris le message. Ils ne m'aimaient pas. Ils avaient besoin de moi. Et ils me méprisaient pour ça. Je n'étais plus la victime. J'étais le témoin. Et bientôt, le juge. Je me suis redressée. J'ai arrêté de porter mes vieux vêtements usés. J'ai acheté un manteau propre. J'ai contacté une avocate. Une femme de mon âge. Tranchante comme une lame. La maison est à votre nom, a-t-elle demandé. Chaque brique. Ai-je répondu. J'ai payé la compte. Les factures. Ethan disait toujours, on mettra ça à mon nom plus tard. On ne l'a jamais fait. Alors, vendons-la. Amazemanta. J'ai signé les papiers. Pas pour me venger. Pour récupérer ma vie. Le jour où l'avis d'expulsion est arrivé, j'étais assise dans un café, remuant du miel dans mon thé. Mon téléphone a vibré. Ethan. Puis Olivia. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence faire le travail que mes cris n'avaient jamais pu accomplir. 3 jours plus tard, Ethan a frappé à la porte de mon petit appartement. Je l'ai vu par l'œilleton. Il avait l'air terrible, mal rasé, les yeux rouges. J'ai ouvert la porte. « Maman, pourquoi tu fais ça ?» Athée. Il bégayait. « On perd tout. » Olivia devient folle. Je l'ai regardée, assise dans mon fauteuil. « Je ne fais rien contre toi. » Ethan, je fais quelque chose pour moi. Je vends ma maison. C'est ma maison, j'y ai grandi. Athée, il criait. Tu y as grandi. Oui. Et tu as laissé ta femme me traiter comme une domestique dans la cuisine que j'ai payée. Yimonge Tana. Il s'est figé. Je pensais que tu étais... que ça ne te dérangeait pas. C'était la phrase de trop. Je me suis levée. J'ai marché vers le tiroir et j'ai sorti l'enveloppe de Ruth. Assieds-toi. Ethan, je lui ai tendu les documents, les tests ADN que Ruth avait fait secrètement, la lettre. Il a lu. Son visage est devenu blanc. Quoi ? Ce n'est pas possible. Tu dis que je ne suis pas ton fils. Je dis que je ne t'ai pas mis au monde. Mais je t'ai donné chaque morceau de mon âme, même quand tu ne le voulais pas. Il a pleuré. Pour la première fois depuis des années, il ne pleurait pas pour de l'argent. Il pleurait parce qu'il comprenait qu'il avait tout gâché avec la seule personne qu'il avait aimée inconditionnellement. Biologique ou non, la maison a été vendue. Olivia a essayé de faire un scandale sur les réseaux sociaux, mais sans argent pour maintenir son image. Ses amis l'ont abandonné. Son entreprise frauduleuse a été exposée. Ils ont dû emménager dans un petit studio en périphérie. Je ne me suis pas réjouie. J'ai juste observé. De loin. C'était la conséquence naturelle de leurs actes. La gravité. Puis, je suis allée voir Michael. C'était un après-midi pluvieux. La librairie était calme. Je lui ai demandé si on pouvait parler. Nous sommes allés dans l'arrière-boutique. Au milieu des piles de livres, l'odeur de vieux papier et de thé à la menthe. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Je lui ai tout dit. L'hôpital, l'erreur, il a écouté. Silencieux. Il n'a pas crié. Il a regardé la photo de lui bébé. Je savais. Athée, il murmurait. Je me suis toujours senti un peu différent dans ma famille. Ils sont merveilleux, mais... Il a levé les yeux vers moi. J'ai vu mes propres yeux me regarder. Et vous êtes Margaret ? Oui. Il a souri. Un sourire timide, fragile. Je ne sais pas quoi faire de ça. Athée, il avouait. Moi non plus. Ai-je dit ? On n'est pas obligé de forcer les choses. Juste. Savoir ? Il m'a proposé un thé. Nous avons parlé pendant 2 heures. Pas du passé, mais de livres. De la pluie, de la vie. Si vous étiez à ma place, auriez-vous pardonné à Ethan après avoir découvert la vérité, ou auriez-vous tourné la page pour recommencer avec Michael ? Dites-moi votre avis. Aujourd'hui, 6 mois ont passé. Je vis toujours dans le petit appartement de tante Ruth. Mais je l'ai repeint. Il est lumineux maintenant. Chaque matin, je bois mon café en regardant le soleil se lever, sans attendre l'approbation de personne. Michael et moi, nous voyons chaque semaine. Il ne m'appelle pas encore maman. Et ça me va. Nous construisons quelque chose de plus fort, une amitié basée sur la vérité. Ethan m'appelle parfois. Il change. Doucement. Il a trouvé un vrai travail. Il apprend l'humilité. À travers cette épreuve, j'ai appris des choses que je veux vous transmettre. Le sang ne fait pas la famille. L'amour est une action, pas un ADN. Ethan était mon fils par l'effort,
Michael est mon fils par le sang. Mais je dois mériter ma place dans la vie de chacun d'eux. Le silence est une réponse. Quand j'ai arrêté de crier et de mendier, ils ont enfin commencé à m'écouter. Vous ne pouvez sauver personne si vous vous noyez. J'ai failli me détruire pour maintenir leur illusion de vie. Se sauver soi-même n'est pas égoïste. C'est nécessaire. La vérité finit toujours par remonter, comme cette malle cachée. Les secrets et les mensonges finissent toujours par être exposés à la lumière. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 60 ans, je pensais que ma vie était finie. En réalité, elle ne faisait que commencer. Je me vois dans quelques années